Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Drame au lycée de Nkolbison ce mardi. Un élève poignarde à mort son professeur de mathématiques. Le communiqué du ministre des Enseignements secondaires est en tête du 20h30. Audience à l'immeuble Étoile, le Premier ministre chef du gouvernement s'entretenait ce mardi avec Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. La suite de l'agenda de cette visite dans ce journal. Audience à la Chambre administrative de la Cour suprême demain. Dernier verdict attendu sur les 70 dossiers du contentieux préélectoral pour les municipales. Veille d'audience, c'est le dossier du 20h30. Voilà pour les titres. La nouvelle a fait le tour de la toile depuis cette mi-journée. L'enseignant de mathématiques de 26 ans en cours de recrutement au lycée classique de Nkolbison, Boris Kevin Djoumi Tchakounte, a été poignardé à mort par son élève de 15 ans en classe de 4e espagnol ce mardi. Le coup mortel porté à l'épaule gauche est parti d'un rappel à l'ordre de l'enseignant face à l'élève visiblement sur son téléphone portable. Un drame de trop pour la communauté éducative nationale. Madame le ministre des Enseignements secondaires s'est rendue tour à tour au CHU de Yaoundé où le corps se trouve en ce moment même et sur les lieux du drame au lycée classique de Nkolbison. Voici le récit de cette terrible journée. Martine Noël Ndengue. Aucun emploi de temps ne prévoyait ce qu'a vécu le lycée de Nkolbison ce mardi, l'horreur de 2 vies gâchées. Un enseignant de mathématiques, 26 ans, à peine diplômé de l'école normale supérieure l'année dernière et en cours de recrutement, tué, et le présumé assassin, son élève même pas 18 ans et qui se voit ouvrir les portes de la prison. La scène horrible est un tableau noir. Aujourd'hui, le prof est entré en classe. Le prof demande à l'élève bissé, si tu veux assister à mon cours, soit tu te couches à même le sol. Après ça enchaînait une bagarre. Il sort le couteau, il voulait poignarder le professeur à même le cœur. Il voulait mettre ça directement que le professeur esquivait. En esquivant, ça lui est pris. Ici, là. Ça n'a que le sang, ça pissait seulement le sang. Le jeune enseignant Brice Kevin Djoumi Tchakounte, parti de la maison pour éduquer, achève sa journée à la morgue du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Mort avant les premiers secours. La communauté éducative est ébranlée, la famille encore plus. La ministre des Enseignements secondaires, en route pour une mission à Yabassi, est retournée sur Yaoundé, toute affaire cessante. Après l'escale de reconfort au CHU, professeur Nalova Lyonga s'est rendue sur le théâtre du drame au lycée de Nkolbison, où elle a tenu une réunion de crise. Les investigations se poursuivent. Nous avons des problèmes partout, à l'école et en société. Lorsque l'école discipline un enfant, et que le parent vient réprimander l'enseignant, voilà le problème. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi l'enfant a été réprimandé. Apparemment, il n'est pas à son premier forfait. J'apprends qu'il a été renvoyé des établissements qu'il fréquentait auparavant. Pourquoi a-t-il été accepté ici, malgré tout ? Le drame de Nkolbison remet au goût du jour la question de la sécurité dans nos campus, mais aussi l'encadrement de la jeunesse par la société camerounaise tout entière. Comment apprendre aux enfants que les films ne sont pas toujours la réalité? Comment restaurer l'ordre, la discipline et les bonnes mœurs? C'est d'autant d'équations à résoudre au-delà de Nkolbison. Et pour l'heure, Madame le ministre des Enseignements secondaires annonce que les enquêtes sont en cours pour déterminer les mobiles exacts de cet acte odieux. Le ministre, au nom du gouvernement et de la communauté éducative tout entière, adresse ses sincères condoléances et exprime sa sympathie à la famille ici du roman éprouvé, ainsi qu'aux enseignants. Elle invite ces derniers au calme et les rassure que toutes les mesures sont prises pour que force reste à la loi. C'est un communiqué signé ce soir de Madame le professeur Nalova Lyonga, le ministre des Enseignements secondaires.
La suite de la visite de travail de la délégation de la Confédération africaine de football au Cameroun. Ce mardi, le président de la CAF était reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Joseph Dione Goutté et Ahmad Ahmad ont passé en revue les préparatifs du CHAN 2020 et de la CAN 2021 au Cameroun. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. CAF, CHAN, CAN, en une syllabe et 3 acronymes. L'audience du président Ahmad Ahmad avec le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Goutté a tenu son horaire, 20 minutes. Je viens d'avoir un entretien, une visite de courtoisie avec le chef du gouvernement, le Premier ministre du Cameroun, à qui je remercie beaucoup au nom de la Confédération africaine de football et à travers lui remercier le président Paul Biya. Et évidemment, remercier le peuple camerounais. Pas de doute, le Cameroun abrite la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et joue le galop d'essai, le championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Cameroun 2020 en avril prochain. Nous sommes confiants parce que c'est ce que nous cherchons tout d'abord, c'est avoir cet engagement politique. Après, le reste, les techniciens vont suivre des différents travaux. À l'actif du Cameroun, l'état d'avancement satisfaisant des travaux d'infrastructure, la qualité et la disponibilité de celles déjà existantes. L'audience footballistique de ce mardi 14 janvier était élargie aux plus proches collaborateurs du Premier ministre. Autre présence significative, celle de Samuel Eto'o-Fils, l'ex-capitaine des Lions indomptables et triple ballon d'or africain. Le Malgache qui dirige le football africain est à sa deuxième visite au Cameroun après celle d'octobre 2018. C'est un président de la CAF visiblement heureux que nous avons vu quitter l'immeuble Étoile. Pour son agenda de demain mercredi, le président de la Confédération africaine de football va donner une conférence de presse en fin de matinée au Yaoundé Hilton Hotel. Ahmad Ahmad dévoilera la date officielle de la CAN 2021. À cette occasion, avant de présider en début de soirée la cérémonie de dévoilement de la mascotte et de l'hymne officiel de la 6e édition du CHAN qui se dispute au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. Dans la série consacrée à la présentation de nos infrastructures sportives maintenant, ces infrastructures sportives dont le Cameroun se dote dans la perspective de ces deux compétitions après Japoma dans le littoral hier soir, plein feu sur le stade omnisport Rumdi Adja de Garoua. L'ouvrage quasiment achevé est prêt à recevoir les tout premiers matchs. Claver Pascal Ndanga est notre guide à Garoua. Splendide et majestueux, le stade omnisport Rumdi Adja de Garoua, qui affiche fière allure, continue de faire sa mue, épousant pleinement l'œuvre de rénovation et de reconstruction qui arrive pratiquement à son terme. La pelouse verdoyante, soigneusement entretenue, donne de l'éclat aux différentes tribunes qui portent aux couleurs nationales les 20 000 places de cette arène. Vestiaire au top, éclairage et sonorisation installés, l'entreprise adjudicataire Mota Angel continue de donner la pleine mesure de ses moyens pour parfaire ses joyaux architecturaux. En ce qui concerne le stade, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 98%. Les gradins sont déjà prêts, l'aide de jeu, les mâts d'éclairage sont prêts, les écrans géants. On peut dire qu'à ce jour, le stade Garoua est fait un peu pour recevoir les différentes compétitions. L'annexe du stade omnisport est également achevée, tout comme au quartier Plateau à Garoua, l'hôtel 70 chambres qui est aussi prêt à l'emploi. Les travaux de rénovation engagés dans plusieurs infrastructures hôtelières donnent satisfaction. Garoua, comme toute la région du Nord, continue de se mobiliser pour répondre aux sollicitations relatives à l'organisation de tout événement sportif d'envergure. Et justement, pour que vous ne ratiez pas une seule miette de ces championnats d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Afrique des Nations à venir, les directeurs généraux de l'Union africaine de radiodiffusion se concertent depuis ce matin à Douala. Une concertation donc qui se tient dans la capitale économique depuis ce mardi, équitable sur les droits de retransmission de ces compétitions. Les directeurs généraux de l'UAR ont ainsi dressé le bilan de la CAN Égypte 2019 avant d'envisager des perspectives du CHAN et de la CAN. Joseph Itote fait le point de ses travaux à Douala.
Le ventre mou de la retransmission des événements sportifs par les télévisions et radios publiques d'Afrique, c'est le paiement des droits. Des droits qui sont sans cesse en augmentation. Ce que je dois reconnaître, c'est que les coûts des droits de retransmission sont très élevés. Dans certains pays, ils représentent le tiers du budget des chaînes de télévision. Mais nous, en tant qu'Africains, nous devons utiliser tout ce que nous avons dans notre culture pour que ces coûts soient à la portée de tout le monde. À l'ouverture des travaux, la présidente de l'UAR, Katie Relais-Matapi, a invité les membres de l'instance à jouer carte sur table pour que les difficultés soient bien adressées et prises en considération. Ceci va nous permettre de prendre des bonnes décisions pour pouvoir améliorer ce qui s'est passé jusque-là. Il est donc question de tirer les leçons de la CAN Égypte 2019 et surtout de mieux envisager le CHAN 2020 et la CAN 2021 que le Cameroun s'apprête à organiser. En réalité, nous avons commencé au niveau de l'Union à préparer la Coupe d'Afrique 2021 qui se tient dans ce beau pays qu'on appelle le Cameroun. Et nous allons parler de tous les sujets. Le Cameroun qui, dans cette perspective, entretient de bons rapports avec l'UAR. Le pays organisateur du CHAN 2020 et de la CAN 2021 est à jour de ses cotisations, a laissé entendre Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Et c'est de bon augure. Et pour s'assurer que rien n'est laissé au hasard autour des stades de ces compétitions à venir, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain poursuivait la visite des chantiers des voiries urbaines et des voies d'accès aux différents stades. Et ce mardi, Madame Célestine Ketcha-Courtès était à Moliko, à Boya et à Limbe, où elle a également évalué des axes routiers et l'accès au stade de Nguémé. Le sud-ouest, après Douala, dans le littoral, c'est un reportage de Carmen Olivia Billet. Boya, en ce début d'année, la ville autrefois fantôme reprend vie. Des marchands ont réouvert leur commerce et les élèves reprennent le chemin de l'école. L'approche du championnat d'Afrique des Nations a fait renaître l'enthousiasme et la motivation des habitants. La ville n'est plus comme avant. Maintenant, on se prépare à recevoir le CHAN. Les enfants sont allés à l'école, nous sommes retournés au travail. Nous prions pour que les choses reviennent à la normale et nous serons contents. Non loin, à Limbe, les populations s'activent à relancer quelques affaires. Le CHAN est une opportunité économique à ne pas manquer. Nous sommes très contents. C'était timide à cause de ce qui se passe, mais avec l'arrivée de la CHAN, je crois que les gens sont motivés. Et si vous voyez, la population de Limbe a triplé. Nous sommes sûrs que les stades seront pleins. Seul bémol, les travaux de voirie urbaine et des voies d'accès aux infrastructures. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain en visite n'est pas satisfaite. Le stade de Nguémé reste d'accès difficile. Le tronçon Saka-Junction-Mabeta n'est pas achevé et les actes de vandalisme prospèrent. Une mise au point avec les chefs d'entreprise en charge des travaux permet à la ministre de donner des instructions fermes. J'ai simplement demandé d'accélérer, de faire un calendrier et de respecter ces calendriers pour que Limbe et Boya reçoivent le CHAN et la CAN. Le délai va de 2 semaines à partir de maintenant jusqu'à mi-mars. La Mindu s'en va du sud-ouest, mais elle promet de revenir bientôt pour s'assurer que les travaux ont avancé. Contentieux préélectoral pour les municipales à présent. Demain, mercredi, est jour de vérité pour les 70 partis qui attendent encore le dernier verdict de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le 20h30 ouvre le dossier sur cette dernière phase. Et d'abord, allons capter l'ambiance dans les états-majors des partis en cette veille de l'audience solennelle de la Cour suprême. C'est un reportage de Oswald Medon. Ils le savent tous, l'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême sera ce mercredi l'audience de la dernière chance pour les recalés au municipal du contentieux préélectoral. Dans les quartiers généraux des partis politiques concernés, l'on se dit serein et prêt. Sur le sujet d'ailleurs, le SDF affiche ouvertement sa confiance. Les avocats du SDF travaillent sans cesse. Le SDF n'aimerait pas laisser toutes les places au RDPC. Par conséquent, le SDF est naturellement très prêt. Nous sommes aussi très convaincus que nos listes vont passer. C'est quasiment le même état d'esprit chez les responsables de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès.
Notre équipe y débarque en plein conclave d'un comité restreint. Nous sommes en train de travailler, le collège des avocats, les rapporteurs sont là, ainsi que la communication du parti. L'UNDP est dans la sérénité. Les mémoires en défense ont été bien ficelées pour contrecarrer ce que le camp adverse a produit comme preuve. Le siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais affiche sa quiétude habituelle, mais derrière les portes closes, l'audience est dans tous les esprits. Une source anonyme nous confiera même que le parti est fin prêt, serein mais surtout confiant. Dans les locaux de la Cour suprême, le secrétariat du greffier en chef de la chambre administrative est en pleine ébullition. À moins de 24 heures de l'audience, tous les documents y afférents doivent être fin prêts. On met d'ailleurs la dernière main à la pâte. Les 70 affaires inscrites dans le rôle de l'audience spéciale s'affichent sur le babillard, à quelques pas seulement de la salle d'audience, avec les noms et parties des demandeurs et les défendeurs. Le théâtre de l'événement, lui, n'est pas en reste. Les techniciens de surface astiquent la salle d'audience qui doit accueillir les différents acteurs de cette étape du processus électoral. Les portes de l'arène de circonstance vont se refermer pour ne s'ouvrir à nouveau qu'aux premières heures de ce mercredi pour l'ultime combat. Et cet ultime combat, cette ultime audience de demain, mercredi, la Chambre administrative de la Cour suprême va définitivement clarifier le jeu et les acteurs, mais il restera encore ces cas de démission et quelques décès enregistrés après la publication des listes par Elections Cameroun. Que prévoit donc la loi dans ces cas-là? Voici l'éclairage de Eugène Bey. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, de double scrutin législatif et municipal, l'on enregistre sur le terrain des désistements, démissions et même des cas de décès, alors que les listes électorales ont déjà été publiées par Elections Cameroun. La loi distingue selon qu'il s'agit de l'élection des conseillers municipaux ou des députés à l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 188 alinéa 1 du Code électoral, s'agissant des élections des conseillers municipaux, le candidat décédé ou déclaré inéligible peut être remplacé par un autre dans les mêmes formes prévues pour la déclaration des candidatures 30 jours au plus tard avant le scrutin. Ce qui, au regard de la loi, est aujourd'hui matériellement impossible, le scrutin ayant lieu dans 3 semaines. Quant à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'article 127 alinéa 1 dispose que lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Et l'alinéa 2 de préciser que le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle déclaration de candidature est déposée à la Direction générale des élections au plus tard le 20e jour précédant le scrutin. Pour ce qui est de la démission, l'article 186 du Code électoral est clair. Aucun retrait de candidature ni aucune modification de déclaration n'est admise après le dépôt de la liste. Le 9 février prochain, le vin sera tiré et ne restera qu'à le boire. Et dans les états-majors des partis politiques, justement, on met la dernière main à cet ensemble de préparatifs. Ici, par exemple, le secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Kueté, communique que dans le cadre de l'organisation de la campagne électorale pour les élections législatives et municipales du 9 février, une importante réunion d'information va se tenir demain, mercredi 15 janvier 2020, à partir de 16 heures précises au Palais des Congrès de Yaoundé. Y sont conviés les membres et responsables du secrétariat général du comité central, les présidents et chargés de mission des commissions régionales et départementales de campagne et les présidents des commissions communales de campagne. C'est donc un communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC. La première conférence semestrielle des gouverneurs qui vient de s'achever ce mercredi à Yaoundé était justement consacré aux derniers réglages sécuritaires dans la perspective de ce double scrutin du 9 février. Les ultimes consignes du ministre de l'administration territoriale étaient transmises aux 10 gouverneurs à huis clos ce matin et ces consignes, bien qu'on ne les ait pas entendues, vont certainement dans le sens de la sécurisation des personnes et des biens avant, pendant et après les opérations électorales. Séverin Alégambélé.
Il est établi que la préparation du double scrutin aura été le sujet phare de la première session annuelle de la conférence des gouverneurs instruite par le président de la République. Il s'est agi pour le ministère de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral et ses démembrements, de se pencher pendant 2 jours sur l'encadrement sécuritaire optimal que l'on devrait apporter à ELECAM dans la conduite des élections couplées. Mais dans le fond, il apparaît que bien avant l'échéance, il y a déjà une certaine effervescence dans les régions. Les matériels électoraux sont déjà là. Ils attendent les acheminer dans les différents bureaux de vote. Et pour nous, nous sommes en train de prendre les dispositions sécuritaires pour s'assurer que, soit avant, pendant ou après les élections, que les populations puissent sortir massivement, surtout ceux qui doivent voter, participer dans ces votes et rentrer, et que avant, pendant et après les élections, les résultats puissent être proclamés dans cette région sans problème. L'indication donnée, c'est donc d'accompagner davantage Elections Cameroun dans la préparation matérielle du double scrutin. Nous clôturons cette conférence sur une note d'optimisme parce qu'au vu des rapports présentés par les gouverneurs des régions, nous pouvons dire avec confiance que ces élections vont se dérouler. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux pour distiller les messages de haine, de violence, pour inquiéter les populations, cette entreprise criminelle est de courte durée parce que plus que jamais les Camerounais n'accepteront plus d'être bernés. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont appelés à traduire dans les faits l'instruction présidentielle sur la tenue effective des municipales et des législatives du 9 février prochain. Et c'est en fait toute la préfectorale qui est en branle. En Kambé, dans la région du Nord-Ouest, le sous-préfet là-bas vient également de lancer cet appel à la mobilisation dans la sérénité à ces populations pour les élections du 9 février. Nguida Lawrence Tché effectuait une tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Pierre Evembe raconte. Des élèves familiers venus accueillir l'autorité administrative de l'arrondissement de Kambé. À Binka, Binchua et Kungi, 3 des 15 villages de cette circonscription du Nord-Ouest, la vie reprend son cours et les populations aux côtés des pouvoirs publics y veillent. Dans un passé encore frais, toutes les activités avaient pris un coup, freiné le développement et cassé les derniers remparts des valeurs humaines, traditionnelles et morales à cause des irrédentistes vivant dans les forêts et ignorant tout jusqu'aux institutions. La population a dit non et le retour sur le chemin de ces textes séparatistes est un signe incommensurable que le message de paix du chef de l'État a été assimilé en Kambé. Le sous-préfet de Kambé, Nguida Lawrence Tché, a exprimé sa satisfaction, l'accueil chaleureux des 15 villages et du retour progressif à la normale. Le chef d'État rassure les uns les autres quant à l'indéfectible soutien du chef de l'État constamment à l'écoute de tous les Camerounais attachés aux valeurs de paix, d'unité et de progrès. Il était question d'inviter les populations de Kambé à se mobiliser davantage pour les échéances électorales du 9 février prochain. Par le vote, ces populations contribuent ainsi de manière significative et citoyenne à bâtir un Cameroun encore plus fort. Un rendez-vous que je vous recommande vivement juste à la fin de ce journal. C'est la première édition de l'émission Droit aux urnes qui donne la parole aux candidats et aux acteurs de premier plan de ce double scrutin municipal et législatif du 9 février. Aimé Robert Bihina et ses invités vous attendent donc immédiatement après ce 20h30 sur un plateau spécial consacré au décryptage des enjeux et des grandes manœuvres autour de ces municipales et législatives 2020. Allons à Douala pour reparler du terminal à conteneurs du port autonome là-bas qui expérimente avec beaucoup de bonheur la gestion en régie décidée par le conseil d'administration. Contrairement à certaines rumeurs, le terminal ne s'est jamais aussi bien porté tant sur le plan financier que sur le plan de la gestion du parc. Confirmation à Douala, Aboubakar Abo.
Elle n'aura pas eu de période d'essai. La régie du terminal à conteneurs est attendue sur le quai de la compétence. La nouvelle direction provisoire, aux couleurs camerounaises, bat la mesure et organise le bal des entrées et sorties des conteneurs. L'orchestre est ordonné, pas d'engorgement, ni même de boulot d'étranglement. Les espaces portuaires sont dégagés, l'occupation est rationalisée, le transport est fluide. Il est de mauvaise foi de dire qu'il y a un engorgement. Sur les gares, au niveau de l'import, au niveau des zones de réception à l'export, au parc à vide, à la zone de visite douane, il n'y a pas d'engorgement. Toutes les opérations tournent normalement. Nous avons le même flux que l'année dernière et je ne vois pas pourquoi on va parler d'engorgement. Non, tout va pour le meilleur du monde. De l'enregistrement au déchargement, en passant par la facturation, la chaîne de travail tourne au rythme de l'expertise camerounaise. Regardez la grue, regardez le portique, regardez tous nos engins. Ce sont les Camerounais qui tournent et ça marche. Il n'y a pas de magie ici. C'est ce que nous avions l'habitude de faire, que nous sommes en train de faire. Et là, nous sommes en train de le faire pour notre pays. Les voyants sont au vert, les machines tournent à plein régime et le personnel est conscient du défi. C'est donc un vent de sérénité qui souffle sur tous les compartiments de la RTC ici au port autonome de Douala. L'économie de la sous-région est donc manœuvrée par des Camerounais. L'expertise camerounaise est donc en marche et ces Camerounais sont confiants. Ils vont conduire le navire à bon port. Bon vent à Douala. Zéro pénurie et zéro spéculation en 2020. Ce sont là les résolutions au terme de la réunion hier lundi entre le ministre du Commerce et des représentants d'une dizaine de filières des produits de grande consommation. Luc Magloire Mbarga Tangana et ses interlocuteurs se sont également accordés quant à la promotion des produits locaux. C'est le cheval de bataille du ministère du Commerce pour les 12 prochains mois. Luc, bienvenue au Nana. C'est un menu varié et accessible à tous que devra présenter le marché des produits de grande consommation en 2020 au Cameroun. C'est pour mettre une stratégie conséquente à cet objectif que se sont mis autour d'une même table responsables du ministère du Commerce et opérateurs économiques des filières axées sur les denrées alimentaires. À ces questions de ventre se sont ajoutées celles concernant la beauté dents, la cosmétique ainsi que les produits de construction. Pour nous, c'est une assurance que les consommateurs pourront avoir de la viande de qualité et en quantité. Les huiles végétales et savons de ménage sont disponibles. Pour le ministre du Commerce qui a passé 10 heures d'horloge à écouter et à échanger, ça n'a pas été un temps perdu. Au contraire. Nous ne devons plus subir la loi du marché. Nous devons anticiper chaque fois. À une, deux exceptions près, je peux dire aujourd'hui et pouvoir dire aux Camerounais que nous allons avancer dans la sérénité absolue. Tant entendu que cet exercice, nous le faisons au début de chaque trimestre. Avant de clore les échanges, le ministre du Commerce a insisté sur la promotion du Made in Cameroun qui ne sera possible que si et seulement si la production est au rendez-vous et pas moins le respect de la norme et de la qualité, exigence parmi les exigences du marché continental africain qui s'installe bientôt. Garoua, dans la région du Nord, recevait la visite de travail du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, est allé évaluer dimanche le chantier de construction de l'hôpital de référence de cette région. Taux d'avancement constaté environ 40%. Au consortium d'entreprises coréennes et camerounaises en charge de ce chantier, Manaouda Malachi prescrit la célérité. Il s'agit de respecter la date de livraison du chantier au 31 août 2020. Reportage à Garoua, Babadjo Taïwe. L'hôpital de référence de Garoua s'étale sur une superficie d'1 hectare dans un espace viabilisé de 5 hectares. Démarré en 2017 pour un délai d'exécution de 24 mois, les travaux ont connu un léger retard dû à quelques insuffisances conceptuelles du projet initial. Pendant la visite, le ministre de la Santé publique a mis l'accent sur le respect du délai de livraison. Je trouve que sur le chantier, nous avons environ 250 personnes qui travaillent de jour et que nous sommes à un taux d'avancement d'environ 35 à 40%. Aujourd'hui, nous avons quelques
petites difficultés sur le chantier. L'entreprise elle-même nous a rassuré que nous pourrons tenir ce délai-là. Le ministre Manaouda Malachi engage les parties prenantes à se mettre en mode résultat. Ils vont faire 2 équipes, travail de jour et travail de nuit. Donc, et puis augmenter l'effectif, parce qu'auparavant on travaillait au moins avec 350-400 personnes par jour. Et l'équipe de nuit était environ dans les 200. Bon, depuis un certain temps, on ne travaille plus la nuit. Donc pour rattraper ces délais, on va augmenter l'effectif de jour, puis commencer les travaux de nuit encore. Est attendu du consortium un plan de décaissement réaliste, mais aussi un planning d'achèvement global des travaux. Financé par Exim Bank, Corée et le Cameroun, le coût total des travaux s'élève à 57 millions de dollars US, soit près de 30 milliards de francs CFA. Allons donc faire le point à la 2e journée des travaux du colloque sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. Les experts invités ont continué exposés et débats ce mardi autour de ce qu'on appelle déjà le nouvel agent du service public camerounais. Tentons donc de découvrir le profil de cette espèce rare en cours de gestation, profil brossé par Catherine Toulou-Elanga. Service public moderne se reconnaîtra à travers son sens de la responsabilité. Il se réinvente et trouve des solutions amélioratives qui rendront plus facile l'activité de l'administration. Il faut prendre connaissance de l'outil dans lequel on va exercer la mission qui nous a été confiée. Il faut se défaire de tout comportement qui pourrait constituer un obstacle à la réalisation de la mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire une sorte de redevabilité, une sorte de honnêteté, de lutte contre la corruption. La modernisation de la fonction publique implique de nombreux changements. Les agents du service public doivent donc s'adapter à la modernité, au temps dominé par les nouvelles technologies et les nouveaux logiciels. La modernisation de l'administration camerounaise doit passer obligatoirement par la formation des masses. Tous les fonctionnaires devraient avoir la capacité d'utiliser l'outil informatique. Évidemment, les usagers également devraient le faire. C'est un souci d'ensemble. Les fonctionnaires doivent être formés, les usagers doivent être formés, les directeurs et hauts responsables doivent être formés. Ainsi, dans ses choix compatibles aux grandes réformes, il va se délecter automatiquement de certaines tares telles que l'inertie, la corruption et les basses manœuvres de trafic d'influence. Vœux de nouvel an au président du Conseil constitutionnel ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé. Occasion pour Clément Atangana de dévoiler les défis pour l'année 2020. Ce sera la régularité des législatives municipales du 9 février et puis le chantier de l'immeuble siège du Conseil. Le reportage de Nicole Doudou. La bonne conduite du contentieux préélectoral en vue du double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. L'amélioration du cadre de travail du personnel, voilà quelques bons points relevés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Joseph Assé Malego, ce mardi 14 janvier 2020 à la cérémonie de présentation des vœux. Événement sobre, marqué par des mots de félicitations et d'encouragement du président de la haute juridiction vis-à-vis de ses collaborateurs. Clément Atangana, en recevant les vœux de nouvel an, a salué le dynamisme de 2019 et les prouesses réalisées pour la consolidation de la démocratie et l'application de la règle de droit au Cameroun. La présentation de vœux sera donc désormais pour moi l'occasion de fixer le cap sur les projets du Conseil constitutionnel pour l'année en cours. Nous nous préparons à assurer avec détermination la poursuite de la mission de garantie de la régularité de ce scrutin. Clément Atangana a attiré l'attention sur les défis majeurs de 2020. Occasion aussi de rendre hommage à deux illustres figures de la haute juridiction arrachées à la vie l'année dernière. Le membre du Conseil constitutionnel, Jean Foumanakam, et Maître Maka Eyoum, ancien greffier en chef. Un point d'honneur sera mis sur la construction de l'immeuble siège du Conseil constitutionnel en cette année 2020.
Vœux de nouvel an également au ministre des Relations extérieures. Le jeune Mbela Mbela a confié ses collaborateurs à une présence plus effective et à plus d'ardeur au travail pour améliorer l'image de la diplomatie camerounaise, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à travers les représentations diplomatiques du Cameroun dans le monde. William Badier. Une cérémonie particulièrement courue au ministère des Relations extérieures. Les vœux de nouvel an au ministre Mbela Mbela et à ses deux proches collaborateurs, les ministres délégués Adoum Gagoum et Félix Mbayou, chargés respectivement de la coopération avec le monde islamique et du Commonwealth. Un grand moment de solennité qui a permis au chef du département ministériel d'évoquer quelques-unes des activités phares de la diplomatie camerounaise au cours de l'année 2019. Une année charnière marquée par le passage d'importantes personnalités au Cameroun. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, et Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth. Au terme de leur mission respective au Cameroun, dira Monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, toutes ces personnalités ont quitté le Cameroun, gardant une belle image de sa diplomatie conduite par le président Paul Biya. Pour l'année 2020, le ministère des Relations extérieures se donne pour objectif de promouvoir l'image de marque du Cameroun aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire national. Pour ce faire, le ministre des Relations extérieures a convié le personnel à la présence effective et à plus d'ardeur au travail. Un hommage bien mérité a été rendu au personnel décédé au cours de l'année 2019 et des distinctions honorifiques décerné à une dizaine de collaborateurs pour le compte du 20 mai 2019. En toute convivialité, chaque personnel a pu serrer la main du ministre des Relations extérieures tout en lui souhaitant une heureuse année 2020. La fin en beauté ce mardi de la conférence des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Un ensemble de travaux qui se sont donc achevés par la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au ministre Hélé Pierre. Le ministre prescrit abnégation et dévouement à ses collaborateurs. Augustin Bichoka. Ambiance de retrouvailles ici au siège de la Croix-Rouge à la faveur de la cérémonie de présentation des vœux au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. L'instant majeur est marqué par l'évaluation des activités multiples et bien variées qui ont jalonné les 12 derniers mois. La secrétaire générale Prudence Galega esquisse quelques actions projetées en 2020 et peut formuler des souhaits de santé, de prospérité et de réussite au nom de ses collaborateurs, des partenaires techniques et financiers, au patron de l'environnement ainsi qu'au ministre délégué. S'enchaînera alors la longue poignée de main des uns et des autres, précédée des bouquets de fleurs. C'est un moteur qui a été lancé à mes collaborateurs, à tout le monde. Nous estimons que tout est basé sur l'environnement, la santé, l'économie, les sociales. Donc nous avons cette impression qui est réelle d'ailleurs que le Camerounais ne connaît pas l'environnement. Son importance, non. Ce n'est pas l'affaire d'un ministère ou du chef de l'État seul. C'est l'affaire de tous les Camerounais pour que nous puissions savoir que l'environnement est très important pour nous et nous devons donc le sauvegarder. Ces moments seront marqués par des intermèdes artistiques pour marquer ces moments inoubliables. La grande enquête du 20h30 sur fond de musique à la radio ce soir. On tente de comprendre le non-respect des quotas qui prescrivent 80% des musiques locales contre 20% des sonorités étrangères dans les tranches d'animation à la radio. Au Cameroun, ce serait plutôt l'inverse. Voici donc cette enquête chez les mélomanes et hommes de radio, enquête que signe Barbara Pajama. Petite navigation sur les ondes pour localiser les couleurs du coin. En vain, pendant un moment. Par contre, sans chercher, on trouve des raretés venues d'ailleurs. John Scatman, américain, fait danser la radio locale. Le choix des musiques distillées n'est pas toujours calculé pour les seigneurs de la bonne humeur. Je commence toujours par un morceau qui est un vieux tube et après je passe par d'autres titres, mais je reviens toujours au Cameroun. Privilégier les rythmes nationaux, un idéal qui sanctionne les sensibilités qui s'exportent à grande fréquence. C'est pas toujours évident pour ces animateurs-là
de mettre uniquement des musiques camerounaises. Ils préfèrent souvent mettre l'accent sur des musiques qui marchent. Lady Bonds, and this is a new song that she just released to her fans out there. The title is Loyalty. Le répertoire du terroir est joué à seulement 20% sur toutes les plages radiophoniques. Donc la musique de chez nous, certaines radios ne les jouent pas beaucoup. Des anciens slow. Mais Dis-le de bien, c'est basé aussi beaucoup plus sur des musiques camerounaises que d'être sur les trucs françaises. En matière d'audimat, nous sommes à 90% de diffusion de musique étrangère sur le sol camerounais, ce qui n'est absolument pas normal. La réglementation penche pour 80% de sonorités made in Cameroun et 20% de musique internationale. Le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est dans l'instance qui est chargée de monitorer tout cela, de superviser et de faire remonter un certain nombre d'informations vers qui de droit. Est-ce que les quotas sont effectivement respectés? Sinon, pour quelles raisons? Et les sanctions peuvent être le retrait de l'agrément, par exemple. Dans les coulisses, il est dit qu'il revient au ministère de la Communication et à celui des Postes et Télécommunications d'arbitrer cette répartition des quotas pour faire le plein de projecteurs sur les artistes nationaux. Et a certainement du pain sur la planche. Cette nouvelle dans l'actualité internationale, l'opération Barkhane, la force française engagée contre le terrorisme au Sahel, sera renforcée par un effectif supplémentaire de 220 éléments. La grande annonce au terme du sommet du G5 Sahel réuni hier lundi à Pau en France autour du président français Emmanuel Macron. La légitimité même de l'engagement de la France dans ce combat au Sahel a été confirmée. La synthèse de ces résolutions avec Philippe Roger et Sama. Tout est bien qui finit bien, la France ne partira pas du Sahel. Elle y reste et renforce sa présence par un effectif supplémentaire de 220 hommes. La conférence de presse de fin du sommet du G5 Sahel à Pau a permis aux 6 chefs d'État déterminés à anéantir le terrorisme djihadiste au Sahel de dévoiler le nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel défini. Baptisé Coalition pour le Sahel, il est axé sur 4 piliers. Le premier est militaire et stratégique. Les 3 autres sont consacrés à la formation des armées sahéliennes, à la restauration de l'autorité des États victimes du terrorisme et au développement. Au plan tactique, le premier pilier acte un recadrage des opérations militaires. Elles seront désormais concentrées dans la région réputée dangereuse des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, zone de prédilection des incursions djihadistes. Très important également, selon le souhait du président Emmanuel Macron, l'opération Barkhane a reçu la caution et la confiance renouvelée des chefs d'État africains du G5 Sahel. Leur position a en effet été clarifiée dans la déclaration conjointe de fin du sommet. On peut retenir qu'à Pau, Paris et le G5 Sahel ont resserré les rangs contre les djihadistes. Le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées était décrypté ce soir au cours d'un point de presse donné conjointement par les 2 ministres de la communication et de la décentralisation et du développement local. La conférence de presse vient de s'achever il y a seulement quelques instants à la salle auditorium du ministère de la Communication. Nous reviendrons naturellement sur cette information importante dans nos prochaines éditions de journal télévisé. La fin du 20h30, on retient essentiellement dans l'actualité ce drame au lycée de Colbison. Un élève poignarde à mort son professeur de mathématiques. Madame le ministre des enseignements secondaires a présenté ce soir ses condoléances à la famille si durement éprouvée. Audience à l'immeuble Étoile ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté s'entretenait avec Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, sur les préparatifs du Cameroun pour le CHAN 2020 et la CAN 2021. Audience à la Chambre administrative de la Cour suprême, ce sera demain mercredi. Dernier verdict attendu sur les 70 dossiers inscrits au rôle de ce contentieux préélectoral pour les municipales 2020.
Fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Elvire Nina Galim, Augustin Ngononga et Stéphane Zembomo. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Emma Annan et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après ce journal, je vous l'annonçais, Aimé Robert Biina et ses invités sur la toute première livraison de droits aux urnes consacrées